Ci sarà un nuovo giorno per il mondo dopo questa pandemia? Il y aura un nouveau jour pour le monde après cette pandémie. Ça changera notre modalité de vivre, de travailler. Qu'est-ce que ça changera? Nos vies personnelles. Ce sont les questions qu'on veut affronter avec cette rencontre dans laquelle je donne la bienvenue, connectés dans toutes les 130 places et dans vos maisons, dans tout le monde, dans le monde entier. On en parlera avec Enrico Letta, le président de l'Institut Jacques Delors, déjà président du Conseil des ministres. On en parlera avec 5 journalistes de tous côtés du monde qui sont célèbres dans leur pays pour leur observation et pour leur sensibilité pour les questions sociales et politiques. Desi Anwar, qui nous rejoint du Jakarta avec un message, Alexandra Arkangelska de Moscou en connexion vidéo, David Brooks, éditorialiste au New York Times, Christine Ockrent de Paris, et Seferino Reato de Buenos Aires. On commence tout de suite avec Desi Anwar de Jakarta, qui partage avec nous les modalités avec lesquelles elle a vécu ces mois et les perspectives qui, de son point de vue, en émergent. Ce qu'on appelle la nouvelle normalité va devenir notre normalité. C'est sûr, il y a de nombreux aspects négatifs dans cette crise de Covid-19, mais je pense que cela peut être aussi une occasion pour chacun de nous de grandir individuellement en tant que personne, en tant que communauté, citoyen et membre de cette planète. Je pense que ce serait dommage revenir à notre ancienne vie. Parce que, à mon avis, est la manière de faire avant ce qui nous a conduit à cette situation. Même à Jakarta, on a eu énormément de pollution ces dernières années à cause du nombre plus élevé des voitures sur les routes, à cause de l'industrialisation, à cause de la marche vers les progrès et le développement aussi. C'est vraiment très rare de voir un ciel bleu à Jakarta. Pendant ces derniers mois où les gens restaient chez eux et où il y avait moins d'activités, nous avons eu des ciels magnifiques à Jakarta et tout le monde disait « Waouh, oh, regardez le ciel, regardez les nuages, nous n'avons jamais vu cela ici avant ». Ce qui montre bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre vision du business. Tout d'abord, sur le plan individuel, je pense vraiment que pour nous tous, pour chacun d'entre nous, nous avons pu utiliser ce temps pour réfléchir et nous poser vraiment les questions primaires et fondamentales de la vie. Vous savez, on se plaint toujours de ne pas avoir assez de temps, de ne pas avoir assez de temps pour soi-même, de ne pas avoir assez de temps pour nos enfants, de ne pas avoir assez de temps pour nos familles, de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce qu'on aime, pour se reposer et prendre soin de nous. Eh bien, nous avons eu cette opportunité et je pense que la plupart d'entre nous, que le veuillent ou non, ont commencé à se demander ce qu'ils pouvaient faire. Pendant cette période, on avait beaucoup de personnes qui ont commencé à faire de la cuisine, à trouver de nouveaux loisirs. Et bien sûr, puisqu'il s'agissait d'un problème de santé et que la responsabilité personnelle est le seul moyen de combattre cette maladie, il a fallu commencer à prendre soin de nous, à faire du sport, à manger mieux, à prendre l'air, à faire attention à notre santé mentale. Sinon, on aurait tous été tristes et déprimés. Mais ce n'est pas facile d'être loin de ce qu'on aime. Quoi qu'il en soit, c'est le bon moment pour
changer en tant que société. C'est aussi le bon moment pour réfléchir à notre manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Par exemple, le Covid-19 est un virus. Il ne se préoccupe pas de savoir qui est l'attaque, mais son impact est différent pour chacun selon notre situation socio-économique. C'est vraiment le moment pour nous de nous rendre compte de la chance que nous avons. Si, par exemple, on peut faire du télétravail, parce que cela veut dire qu'on a une maison et un travail, qu'on a un bon travail qui permet de rester chez soi. Mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas respecter les mesures de distanciation sociale parce qu'ils ont un travail qui les oblige à sortir de chez eux ou parce que leur logement ne leur offre pas les bonnes conditions pour s'isoler? Donc, c'est vraiment le moment de commencer à prendre soin de nos voisins, des personnes qui vivent dans les besoins. Il y a beaucoup d'aides de la part des gens, des associations qui ont commencé à distribuer des aides, des dons de nourriture, aider, etc. Et il y a vraiment eu de la solidarité et nous avons vu qu'il y avait des gens moins chanceux que nous. En tant que pays, peut-être à cause de toute cette pollution, quelles sont les personnes vers qui nous devons nous tourner pour gérer une crise sanitaire mondiale de ce genre? On s'est demandé, nous nous sommes demandé. On ne se tourne pas vers les banquiers, vers les professionnels, vers les cadres avec de gros salaires. Non, nous nous sommes tournés vers les médecins, les infirmiers, les professionnels de santé, les professeurs. Les parents se sont rendus compte à quel point ils dépendaient des professeurs pour l'éducation de leurs enfants. Les livreurs, ceux qui livraient la nourriture, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne pouvaient pas sortir, se déplacer pour aller chercher à manger. Donc voilà, les personnes desquelles on dépend vraiment. Et pourtant, ce sont les personnes qui souffrent le plus. Donc, je pense que quand il s'agit de mettre en place des politiques, le gouvernement devrait se focaliser essentiellement sur ces problèmes sociaux, au lieu de se préoccuper seulement d'améliorer la croissance économique, de créer plus d'industries sans faire attention au système de santé, aux aides sociales et au combat contre la pauvreté. Il faut vraiment faire attention aux fondamentaux qui nous permettent de construire une bonne société pour tous. Le ciel bleu, une nouvelle responsabilité sociale de tout le monde, une responsabilité partagée, des questions existentielles vécues avec une majeure responsabilité, ce sont des différents aspects qui ont émergé par cette contribution. On va à Moscou pour écouter Alexandre Arkelevski, que je remercie pour sa disponibilité. Et je vous pose aussi la question, qu'est-ce qu'il a changé dans la société, dans le sens que les personnes ont par rapport au monde politique, social où ils vivent? Merci. Le temps n'est pas beaucoup, les problèmes sont beaucoup. Je vais essayer d'utiliser une méthode scolastique. Je vais faire 3 thèses et 3 contre-thèses et une synthèse. Les premières thèses négatives, voilà. La pandémie a montré la faiblesse des institutions les plus importantes qui répondent dans notre monde pour les valeurs et les significations, à savoir l'Église et la culture. Elles sont en conflit pour les différentes réponses, mais ces deux institutions ont été toujours très importantes pour les valeurs. On a vu que dans la pandémie, on doit sacrifier la possibilité d'aller à l'église et la possibilité d'aller au théâtre, au concert, au cinéma. Nous avons vu que ce sont des institutions, au moins physiquement, nous pouvons vivre. Beaucoup ont pensé que ces institutions sont juste décoratives, qui s'étaient trompées en précédence, qui n'ont pas cette importance vitale
qui, au contraire, devrait consentir de conserver ces institutions à jamais. C'est une crise. Deuxième point, qu'est-ce qui me rend sceptique? Mais je veux dire pourquoi je suis sceptique. Les régimes totalitaires et autoritaires ont travaillé avec la pandémie mieux que les systèmes démocratiques. C'est clair que, par exemple, la Chine a résolu le problème de la limitation de la pandémie bien mieux que les États-Unis d'Amérique, même si la Chine est un pays très très grand, certainement elle n'est pas très démocratique. En fait, les régimes antidémocratiques ont été plus efficaces, non pas pour les processus, mais pour le point de vue de la formation, parce qu'ils peuvent bloquer l'information négative, ils peuvent redistribuer les flux d'informations et donc enlever les doutes des gens. Nous avons besoin des informations ouvertes quand c'est plus simple pour les personnes. Troisième aspect, troisième attente négative, c'est le fait que trouver le monde postmoderne est le monde où les frontières avec les États sont devenues toujours plus pénétrables. Soudainement, ces frontières sont devenues très fortes. On est revenu dans un monde avec des confinements, des frontières trop fortes. Même dans les États, l'un à côté de l'autre. Au premier danger, au premier besoin, nous avons tout de suite renoncé à ces frontières. Même si, par exemple, abattre ces frontières, ça a été l'une des meilleures conquêtes. En pensant par exemple à l'Union européenne. Donc, ce sont les aspects négatifs. On pourrait faire d'autres exemples, mais ceux qui me préoccupent le plus, ce sont ceux que j'ai cités. Les aspects positifs maintenant, la pandémie a démontré que la solidarité des gens, dans une série de cas, est encore plus efficace et plus forte que tout État qui puisse être bien administré, bien géré. Il y a une compensation où l'État est plus faible. La société a commencé de manière gratuite à se donner grâce à des idées, à des idéaux. Et on comprend que, par exemple, en Italie, ils n'auraient pas pu résoudre les problèmes que la pandémie a donnés. L'Italie a été l'un des pays les plus touchés par la pandémie. L'Italie a su sortir de cela. Et l'Italie a su démontrer que on peut communiquer avec les médecins, on peut s'entraider entre classes et institutions. Et cela, la société s'est démontrée plus forte que l'État. La deuxième thèse qui me rend optimiste, les processus d'Internet, du web, qui n'avaient pas de signification profondément religieux, sont devenus des processus bien plus importants que les processus virtuels. Nous avons vu des personnes qui ne pouvaient pas avoir une relation physique, mais qui pouvaient quand même créer des services à travers le web, à travers les réseaux sociaux, par exemple. Pensons, par exemple, à l'église, à une série d'activités culturelles, au théâtre, aux concerts, qui ont pu ouvrir de cette manière à distance et même si on a eu des
frontières politiques et une possibilité d'avoir un contact, on a su avoir des liens très forts et des liens qui dépassent toute barrière, toute différence, toute division, qui enlacent les personnes à milliers de kilomètres. Nous pouvons être unis, solidaires, et en cela, la culture et l'institution ont travaillé beaucoup. La troisième contre-thèse positive, les valeurs humanitaires sont devenues actuelles non seulement pour les intellectuels. Oui, on comprend que les intellectuels ont vraiment pris les droits des valeurs, mais cela a été relié au fait que nous avons arrêté de faire confiance aux personnes laquelle profession était différente, loin du monde humanistique. On a arrêté de regarder aux personnes normales et aux personnes qui sont porteurs de la culture humanistique, du monde humaniste. Mais avec la pandémie, avec ces frontières ont été éliminées, les frontières entre les classes. Si on regarde ce qui se passe en Biélorussie, à côté de la Russie, nous pouvons voir que les manifestations, n'ont pas que un caractère politique dans le sens strict, mais un caractère humanitaire dans ce processus, parce que dans ces manifestations, il n'y a pas que les intellectuels, les professeurs d'université, mais aussi les ouvriers, les gens normaux. Donc, cela veut dire que les problèmes humanitaires, les problèmes des valeurs sont devenus des problèmes ouverts et des problèmes vraiment partagés. Donc, trois thèses négatives contre la fragilité de l'Église. La démocratie, en partie, dans le gouvernement, a montré sa faiblesse par rapport aux États totalitaires et non totalitaires. Et ensuite, les frontières ont haussé leur force, ont augmenté leur force. Ensuite, il y a trois contre-thèses positives. Il y a une solidarité qui a augmenté. Il y a une solidarité virtuelle sur les secteurs, sur la culture humaniste. Donc, en plus on a fermé les États, plus on a vu la solidarité entre les gens et plus on a vu des valeurs humanitaires. Et cela, on le voit même autour de l'homme politique Alexei Navalny. On voit la solidarité non seulement avec ceux qui sont d'accord avec lui, mais même qui sont avec son opposant, parce que l'humanité est amenée aux valeurs politiques. Merci, Alexander. Enrico Letta, un réveil de la société civile, même dans des pays totalitaires ou autoritaires. C'est intéressant que tout cela émerge dans l'Orient de notre planète. Oui, j'ai trouvé cette voix de Jakarta et cette voix de Moscou extrêmement intéressante. Elles ont dit des choses très fortes et j'en retiens trois mots que je soumets à notre attention, à votre attention, à tous ceux qui nous suivent et que je salue avec beaucoup d'affection à cause de l'engagement que vous mettez tous pour le succès de ce meeting. Donc les trois mots, ce sont collaboration, société et frontières. Ce sont trois mots très importants qui sont les mots décisifs de toute cette histoire. Collaboration, nous l'avons entendu à Jakarta. Notre correspondante de la CNN en Indonésie nous a raconté ce que veut dire la collaboration entre des personnes à l'intérieur des villes, entre les générations. Et rappelons-nous toujours que cette circonstance est une démonstration fondamentale du fait que la collaboration entre générations peut exister. Les générations les plus jeunes ont fait un sacrifice pour protéger les générations moins jeunes. Et en même temps, la collaboration au niveau global, international, la phrase que je voudrais proposer ici, c'est « nous dépendons tous de tous ». On ne peut pas dire « je m'en fiche des autres ». Ce qui arrive loin a des conséquences sur toi. Société, je trouvais intéressant ce qui était dit tout à l'heure. La société devient fondamentale quand on va aux fondamentaux de la vie.
Si la société n'est pas forte, alors l'État aura beau imposer. Si la société n'est pas forte, consciente, faite de liens importants, voilà pourquoi je crois que le meeting dégage un message si fort. Une société forte rend nos pays forts. C'est un message essentiel pour l'avenir. Attention, renforcer la société. Et le dernier mot, les frontières. Parce qu'en fin de compte, si on se renferme dans les frontières à cause des quarantaines, prendre des vols devient difficile. Donc oui, on se renferme dans les frontières. Mais attention, la pandémie franchit les frontières. Tout comme la pollution franchit les frontières. Tout comme les grandes migrations internationales désormais passent les frontières. Donc le thème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, nous entrons dans un monde où tout le monde dépend de tous. Et cela exige une collaboration globale et une mentalité globale. Voilà pourquoi je crois qu'avoir intitulé cette rencontre un nouveau jour pour le monde montre que tout le monde est concerné. On s'est retrouvé dans ce que disait la collaboratrice de Jakarta, parce qu'on pouvait tous le dire, de Pise, de Rimini, de Paris. C'est exactement l'expérience que nous avons vécue, parce que nous sommes des hommes et nous sommes tous sur la même terre. Avoir retrouvé cette clé, je pense que c'est très important. Merci pour cette interprétation vraiment très intéressante. On va dans les continents américains, à Buenos Aires, pour écouter Seferino Reato en lui demandant qu'est-ce qu'il a changé pendant ces mois, quelles perspectives sont nées. Merci pour être avec nous. Je vous cède la parole. Tout d'abord, merci Bernard, merci Enrico pour l'invitation, même si nous parlons virtuellement. La question « Un nouveau jour pour le monde » est vraiment très suggestive et pertinente. Je peux vous assurer qu'ici, on est à la fin du monde, comme l'avait dit le pape François, le jour de l'annonce de son élection. Ici, au bout du monde, on se demande s'il y aura un nouveau jour. Et on le fait depuis 6 mois, depuis le mois de mars, lorsque pour la première fois, nous avons vu les images de douleur et de souffrance en Italie, en Espagne, en France, au Royaume-Uni. C'est-à-dire dans les pays d'où les ancêtres de beaucoup d'entre nous venaient. À l'époque, depuis ce moment-là, on continue à se demander si cela sera utile pour un nouveau jour dans le monde. Malheureusement, je n'ai pas de réponse sûre. Mais la question m'inspire beaucoup, elle me fait beaucoup réfléchir. Je pense qu'au niveau individuel, pour chacun d'entre nous, c'est un moment extraordinaire. Jamais comme aujourd'hui, cela nous fait penser et réfléchir à ce que nous sommes. Ce que nous sommes, ce que nous voulons être, les valeurs que nous avons, les relations qui comptent vraiment pour nous. Et si nous vivons de la manière dont nous voulons vivre. Quand nous nous exposons ainsi, nous nous laissons traverser par toutes les questions qui émergent de cette pandémie. Et alors, une crainte apparaît qui nous fait regarder en nous. Et en même temps, tout cela nous fait penser que chacun d'entre nous est important. Personne n'est une nullité, n'est nul. Je pense au texte si important de Julián Caron. La pandémie est un moment extraordinaire, impensable et imprévisible qui nous oblige à penser. Et dans cette phase de réflexion, nous avons tout à y gagner. On peut y gagner parce qu'on voit qu'on est important. C'est-à-dire que nous prenons vraiment conscience de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains.
Cela rachète l'empathie de base envers l'autre, qui, à mon avis, est constitutive de l'être humain. Alors, je dirais que je suis heureux, mais tout de suite naît un doute fondamental. Que font les autres? Comment est-ce qu'ils vivent la pandémie? S'ils perdent leur travail, s'ils sont pauvres, ou que leurs propres entreprises font faillite. Que va-t-il devenir de ces gens? Est-ce qu'ils ont la possibilité que j'ai moi de penser de cette manière qui m'aide à retrouver mes valeurs? Je reviens à la question du départ, qui est un point de départ très important. Est-ce que nous allons vers un nouveau monde? Au début, nous avons vu les leaders du monde entier qui se sont montrés plutôt optimistes. Oui, oui, ils disaient, nous allons vers un monde meilleur. La globalisation, la mondialisation ne s'était pas beaucoup intéressée des aspects humains de l'environnement. Elle continuait à être une mondialisation d'inégalité. Pour certains, tout va bien et pour d'autres, tout va mal. L'économie aussi favorise davantage le monde des marchés et de la finance et peut-être moins le monde de la production. Quoi qu'il en soit, c'est un monde qu'il faut améliorer. Et je pense qu'au début, les leaders, et peut-être nous tous, nous étions très optimistes. Il me semble que maintenant, cet optimisme s'atténue. Nous regardons l'Europe avec beaucoup d'admiration et avec une certaine envie. Ils ont réussi à trouver un accord pour une aide extraordinaire, 750 milliards d'euros, et la plupart de cet argent à fonds perdus, pour les pays qui ont le plus souffert. Mais là, on parle de l'Europe. Ici, en Amérique, chaque pays essaye de se sauver comme il peut. Et je peux vous assurer que, quoi qu'en disent les gouvernements qu'ils veulent aider, il n'y a pas grand-chose à partager, à distribuer. Alors ce monde nouveau qui nous touchera tous, c'est un monde où on voit qu'il manque des leaders mondiaux, des institutions mondiales. L'Europe, peut-être avec un grand effort, y est arrivée. Et elle a des leaders. Je peux en citer un. La chancelière Merkel. Ce sont des leaders à la hauteur de ce défi. Ce n'était pas prévu, mais ils ont réussi à réfléchir. Et sur la base de leur réflexion, ils ont pu créer un espace de solidarité en Europe. C'est comme cela que nous le voyons de notre point de vue. De l'autre côté, avec cette absence d'institutions et de leadership mondial, je m'inquiète beaucoup pour la grande pauvreté que l'on voit, le manque de gains, parce que cela pourrait conduire à nouveau à des mouvements qui existaient déjà avant la pandémie. C'est un autre aspect merveilleux de la pandémie. Merveilleux dans le sens qu'il nous surprend, étonnant, parce qu'il nous montre, il nous révèle beaucoup des vulnérabilités que nous avions déjà avant. Concrètement, l'une de mes craintes, c'est que le chômage, la perte de richesse, puisse faire revivre les forces obscures, nationalistes, radicalisées et racistes, et qu'elles puissent avoir encore plus de succès qu'avant. Alors, il faut s'efforcer d'atteindre ceci. Il faudrait profiter du temps pour pouvoir penser quelles sont les valeurs qui nous définissent comme êtres humains et tout faire pour que ces forces du recul, que toutes ces forces puissent avoir à nouveau un succès. Il faut continuer à être espéré, avoir confiance et espérer que le changement qui se fera au niveau individuel puisse se répartir aussi dans les structures sociales. Merci. Merci beaucoup. Merci Seferino Reato pour cette contribution très intéressante parce que
c'est la mise en lumière, d'un côté, le réveillement d'une dignité, d'une condition sociale qui demande une très grande solidarité, et si cela manque, il y a risque d'un nouveau totalitarisme. Avant d'aller en profondeur de ces sujets, je demande à David Brooks de nous illustrer de son point de vue la situation aux États-Unis. Merci beaucoup, David Brooks, pour être avec nous. Nous sommes vraiment curieux d'entendre votre point de vue. Merci. Je dois dire que j'ai lu un livre ces derniers temps de Huntington, publié en 1981, qui parle des cycles qui ont lieu aux États-Unis. Nous avons déjà eu des mouvements dans les années 60 et 70, puis le mouvement progressif dans les années 80-90. Nous avons eu le mouvement des droits civiques. Et puis, cet auteur avait prévu qu'avant 2020, l'Amérique connaîtrait probablement un bouleversement moral. Et cela ne concerne pas seulement les États-Unis, mais le monde entier. Et lorsqu'il y a ces bouleversements profonds, il y a aussi une grande indignation sur la situation du point de vue de l'establishment politique. Et on a donc l'impression qu'apparaît une nouvelle société qui veut monter, qui veut prendre le dessus, et donc de nouvelles formes. Et ces changements moraux sont très dramatiques. Ils provoquent des changements culturels qui bouleversent tout le cadre de référence de la société. Tout à coup, on se trouve au centre de ce type de bouleversement. Et la conséquence de cela, c'est que la culture de l'individualisme a été remplacée par une culture qui laisse les individus vulnérables. Et on a vu que par le passé, aux États-Nis, mais aussi en Europe, il y a eu des mouvements qui ont apporté des changements radicaux. La génération des baby boomers a grandi avec un esprit d'émancipation des individus, mais cela conduit aussi à un individualisme qui a apporté des dérives, par exemple vers la gauche ou vers la droite, ou le fait de souligner des systèmes de vie libres. Cette culture morale a commencé dans les années 70, mais elle s'est répandue dans les années 90. À l'époque, je vivais à Bruxelles, à l'époque de l'apartheid, et on aurait dit que c'était le triomphe du libéralisme. Le capitalisme démocratique semblait s'être diffusé. On parlait de l'unification allemande, de l'Est et de l'Ouest qui se réunissaient. La Chine semblait même être sur l'ombre de quelque chose de plus démocratique. Mais en 92 et en 93, il y a eu ce sentiment qu'il y avait aussi un moment de mondialisation ingénue. On pensait que la mondialisation, l'économie globale, allait être positive, mais c'était une attitude ingénue. On pensait que les personnes allaient accepter cette transition sans développer des dérives, qu'il y aurait une cohésion sociale. Mais tout cela était ingénu. Ensuite, au cours des décennies, au bout de 20 ans, les personnes en ont eu en quelque sorte assez de tout cela. Et alors s'est déchaîné cette sorte de bouleversement moral. Et le mouvement des indignés a commencé, comme les indignados en Espagne, une sorte de révolte, comme si les hommes politiques ne les représentaient plus. Et tout cela continue au fond aujourd'hui encore. Que se passe-t-il quand il y a ces bouleversements moraux? Il y a une perte de confiance, de foi, confiance et foi dans les institutions. Dans le monde entier, dans presque tous les pays du monde, les personnes ont toujours de moins en moins confiance dans leur gouvernement. Aux États-Unis, nous avons le désavantage unique
non seulement de ne plus avoir confiance dans notre gouvernement, mais nous avons encore moins confiance dans la vie des autres. 60% des Américains pensent qu'ils pouvaient faire confiance à ses besoins. Et maintenant, c'est seulement 30%. Il y a deux groupes qui sont particulièrement méfiants. D'abord les pauvres qui n'ont plus confiance. Et quand les personnes perdent cette confiance, ils entrent dans une spirale négative. Et cela arrive de façon très forte dans la société américaine. Et il y a des groupes qui manquent énormément de confiance. Comme je le disais, il y a vraiment un manque de confiance même vis-à-vis des personnes, entre voisins. La classe ouvrière a très peu confiance parce qu'ils ont perdu confiance. Et Trump lui-même, d'une certaine mesure, a été le produit de cette défiance, mais il l'alimente aussi. Et puis, nous avons encore les jeunes. Les jeunes, eux aussi, sont l'expression de cette défiance. Et plus on monte dans la société, plus la défiance augmente. Les millennials, mais aussi les trentenaires, n'ont plus confiance non plus. Si on demande aux personnes si elles ont confiance en leurs voisins, plus personne n'a confiance. Et cela reflète aussi leur expérience de déception, de désenchantement. Il y a une grande défiance donc envers les gouvernements, mais aussi envers ses semblables. Et cela ne fait que s'amplifier aux États-Unis comme ailleurs. Bien sûr, on voit que le gouvernement a échoué de manière terrible. C'est un effondrement de l'institution dans notre pays. Et le Covid n'a pas été le début de cette crise. Disons que c'est un ouragan qui nous a touchés en plein tremblement de terre. Et donc, ce mouvement convulsif qui était déjà né n'a fait que s'accélérer. On a vu que le gouvernement ne fonctionne pas. Mais notre société a échoué. Et même si nous n'avons jamais eu de confinement aussi rigoureux que dans d'autres pays, nous avons essayé d'affronter la crise, mais aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation dramatique. Et en juin 2020, nous avons atteint une sorte d'apogée, un niveau incroyable dans la pandémie, le niveau le plus élevé de récession et de chômage, et puis l'homicide de George Floyd, et une sorte de réalignement politique, et encore des générations, elles aussi bouleversées par tous ces changements. Donc ces 5 grands changements sont survenus tous ensemble, et cela a augmenté encore ce mouvement de convulsion morale, de bouleversement moral. Donc, on peut déjà voir un changement culturel en acte et un refus de la culture du baby-boom, un refus de l'individualisme, un refus de la politique des convergences et de ce sens de mondialisation ingénue. Et puis encore un changement des valeurs dans les personnes, un changement dans l'ouverture, dans la sécurité. Les gens veulent être en sécurité pour la santé, pour le système politique. Donc, on est passé d'une haute tolérance du risque à un désir de sécurité. Et puis, on est passé d'une conception des résultats personnels, les personnes devaient atteindre un succès, à une accentuation de l'égalité. Donc aujourd'hui, il y a intolérance sur les inégalités, de quelque type qu'elles soient. Dans l'organisation, la hiérarchie, les salaires. 3e point, de soi à la société. Donc, les générations du baby-boom se sentaient émancipées. Je ne peux compter que sur moi. Mais aujourd'hui, les personnes se sentent membres d'un groupe. Elles sont américaines, asiatiques, hispaniques, mais elles sont membres d'une classe économique. Aujourd'hui, on veut être étiqueté. Moi, je vous parle en qualité de. Et enfin, du mondial au local. Il y a une période de mondialisation
où il semblait que nous faisions tous partie d'un système mondial, les gouvernements ont perdu la confiance des personnes. Et les organismes locaux ont plus de reconnaissance des gens, plus de confiance. Les journaux avec les débats ouverts sont en danger parce que les personnes veulent la conformité, la sécurité intellectuelle. Elles ne veulent plus de point de vue extérieur. Donc je pense que cela conduira aussi à un changement politique aux États-Unis probablement, mais surtout, je crois que sur le plan mondial, cela amène à un changement de l'individualisme du baby-boom, à une conscience plus grande du risque et un désir d'ordre et de sécurité, que surtout les jeunes sentent comme manque. Merci pour votre attention. Merci David Brooks, merci. C'est une vision complexe. La fin de l'individualisme, le manque de confiance entre les personnes envers les institutions, la recherche de la sécurité, une nouvelle sociabilité exclusive et non inclusive. L'Amérique est en train de faire un changement en pas beaucoup d'années. Dans ces deux interventions, celle de Seferino et celle de David Brooks, j'ai trouvé beaucoup de points que nous avons entendus. Je vais là encore trouver deux mots, les inégalités et la confiance, que j'ajoute aux trois mots précédents et qui, à mon avis, sont très importants pour nous pour réfléchir à ce que signifie ce que nous vivons. Inégalité. Aujourd'hui, heureusement, nous sommes tous beaucoup plus sensibles à la présence d'inégalités. Les inégalités existaient avant, mais on ne les voyait pas beaucoup, et même si on les voyait, on les tolérait. Aujourd'hui, on ne les tolère plus. Et je pense que c'est une grande occasion positive qu'un drame comme la pandémie, avec des aspects bien entendu tragiques, nous pousse et pousse les systèmes à combattre contre les inégalités, à les prendre, à les en main et à chercher à les dépasser. Et je crois que c'est l'un des défis les plus importants qui se dégagent. Les deux journalistes en ont parlé, bien entendu à partir d'expériences très différentes, celle de l'Amérique latine, l'Argentine et celle des États-Unis. Mais je crois que cela doit être le point le plus important de l'engagement, cette lutte contre les inégalités qui ont grandi. Parce que, tu vois, Bernard, en Italie, il y a un acteur célèbre qui s'appelait Totò et un film célèbre dans lequel Totò, à un moment donné, parlait de la livelle. Qu'est-ce que c'était? C'était ce qui faisait en sorte que tout était égal aux autres, la sorte de niveleuse. Et la pandémie est une niveleuse, c'est la niveleuse de Totò, c'est-à-dire qu'on est tous égaux. Non, ça n'est pas vrai. C'était une impression initiale, mais ce n'est pas vrai. Parce que la façon dont chacun a pu affronter la pandémie et la suite de la pandémie, les usines qui ferment, les personnes qui perdent leur travail, les métiers qui disparaissent, les difficultés face à un saut dans le numérique pour des générations qui ne sont pas digitales. Et puis le deuxième mot, la confiance et la défiance, qui ont été très présents dans l'intervention de David Brooks. Le mot confiance, la défiance dans les institutions se trouve partout, parce que la démocratie a du mal partout dans le monde. Et je crois que cette réflexion sur les difficultés de la démocratie est une discussion qu'il faut mettre au centre de notre engagement pour faire en sorte que la démocratie se renouvelle. Parce que toute notre vie est accélérée par le digital. Toute l'activité économique est accélérée par le numérique. La politique seule, la démocratie représentative, reste comme elle était avant. Si je peux utiliser une sorte de slogan, nos vies sont 5.0, l'industrie est 4.0, la démocratie est 1.0. C'est-à-dire que la démocratie représentative est restée
en difficulté pour suivre le rythme de nos vies. Donc on se trouve aujourd'hui dans une difficulté de la démocratie représentative. C'est une difficulté négative. Il faut revigorer la démocratie à travers la créativité. Comment faire participer les citoyens? Il y a toute une piste de travail sur la démocratie délibérative, sur la démocratie participative. Comment faire participer les citoyens entre une élection et une autre? Ne pas permettre qu'entre une élection et l'autre, la défiance devienne la caractéristique principale. Je pense que c'est l'un des grands défis qui émergent de cette circonstance de la pandémie, parce que la réponse, à la fin, doit naître d'une nouvelle alliance entre citoyens et institutions. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la crise a mis clairement en évidence les limites de l'ordre mondial, parce que les organisations internationales se sont toutes montrées en grande difficulté. L'ONU, le G7 a disparu, le G20 a disparu. Il n'y a pas une seule organisation mondiale. L'Union européenne, comme l'a très bien dit Seferino, et je suis très d'accord avec lui sur le fait que l'Union européenne a marqué un but de façon positive, mais toutes les institutions mondiales étaient en difficulté. Alors, bien qu'on ait dit que c'était des problèmes mondiaux. Donc, la nécessité d'une relance, d'une réflexion et d'action. Et puisque nous sommes en Italie, je me permets de dire que l'année prochaine, l'Italie, notre pays, conduira le G20. Nous aurons la présidence du G20 qui a été l'une des réactions les plus importantes à la crise précédente. Le G20 naît comme réaction à la crise de 2008. Il a joué un rôle important pour conduire des grandes et des moyennes puissances dans le monde occidental dans la prise de responsabilité. Le G20 a disparu dans cette circonstance. L'Italie, l'année prochaine, présidera le G20 et je crois que ce sera un rôle très important pour le relancer dans cette optique de collaboration globale. Merci Enrico, tu as parlé de l'Europe. On écoute la contribution de Christine Ockrent qui parle de l'avenir de l'Europe. Je crois que la pandémie nous a montré le pire visage de l'Europe au début, en février-mars, alors que chaque pays ne s'est occupé que de lui-même. Il a regardé lui-même et abandonné l'Italie. L'Italie a été abandonnée à elle-même. Et très franchement, je vis en France, mais je dois dire que c'était quelque chose de choquant, surtout de la part des Français. Mais ensuite, je considère que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de solution nationale à un problème de ce genre. Le virus ne connaît pas les frontières. Et cela nous a fait comprendre que le Covid est une opportunité extraordinaire pour l'Union européenne pour affronter notre propre destin, non seulement pour notre génération, mais aussi pour les nouvelles générations, pour que nous nous engagions tous davantage. Et donc, avec un accord, après 3 ou 4 jours de négociations très difficiles, l'accord qui a été atteint en juillet, je pense que c'est un tournant. Je crois que dans toute l'Europe, et y compris dans les pays du Nord qui se prétendent aussi vertueux par rapport aux pays du Sud, je crois que tout le monde a compris qu'il n'existe pas de solution nationale, que le nationalisme ne peut pas être une réponse. Au contraire, il faut chercher de développer des projets communs, par exemple pour la défense européenne. Bien entendu, il faut toujours se référer aussi à l'OTAN pour pouvoir affronter les défis du moment. Mais je considère que paradoxalement, le Covid-19
aussi atroce qu'il soit, parce qu'il a touché tragiquement nos sociétés, est une grande leçon pour chacun d'entre nous, parce qu'il nous montre que l'Europe existe et que nous, Européens, nous avons une destinée commune qui est entre nos mains. Et donc, nous en sommes sortis plus unis qu'avant. C'est ce que je pense. Et je pense que dans les mois à venir, ce sera très difficile. Je crois que notre tissu social, dans chacun de nos pays, sera mis à très rude épreuve. Et il y a des ressources européennes. Et chacun de nos gouvernements a déjà fait des plans sur comment il affrontera les conséquences sociales et économiques de la crise. Mais certainement, ce sera un test pour nos systèmes démocratiques. Et je le répète, il faut être très attentif à ne pas nous laisser intoxiquer par les propagandes qui se fondent sur les fake news, parce qu'il s'agit de mécanismes très puissants. Nous sommes entourés de régimes qui nous regardent et qui nous regardent comme des entités ouvertes, et nous le sommes, et nous sommes fiers de l'être. Mais il faut être capable aussi de nous protéger et de protéger nos valeurs de solidarité sociale. Et ce sera un immense défi. Mais ce n'est que si nous parvenons à maintenir, à préserver le tissu social de nos sociétés que nous pourrons en sortir plus forts qu'avant dans les années à venir. Un test vraiment très grand pour la démocratie. Je pense que ce sera à la hauteur de ce test, la démocratie. Écoute Bernard, je crois que c'est une question très importante et à juste titre, ce doit être la conclusion de notre conversation. Christine Ockrent est un des visages les plus connus du paysage audiovisuel français, a, je pense, très bien raconté le développement de la circonstance de la pandémie et son impact sur l'Europe. Parce que la pandémie a été un élément révélateur, en quelque sorte une preuve de vie. L'Europe peut mourir ou peut renaître avec la pandémie. Elle nous l'a très bien raconté quand elle a souligné la différence entre les premiers mois, février-mars, et juin-juillet. Un changement incroyable. Je suis un européiste très convaincu, mais je le dis avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, je n'aurais jamais parié sur un résultat si positif des négociations européennes. Et je répète ce qu'a dit Seferino tout à l'heure depuis Buenos Aires, c'est peut-être la meilleure interprétation, la meilleure image qui nous vient d'en dehors de l'Europe pour souligner ce qu'a fait l'Europe de positif. Je n'imaginais jamais cela et je craignais que l'Europe, Jacques Delors a dit, ça faisait 6 ans qu'il ne parlait pas, il a 95 ans, mais il a trouvé la voie pour dire au mois de mars, l'Europe court un danger mortel parce que le virus est en train d'alimenter le virus du nationalisme et tout peut mourir. Il avait raison. C'est exactement à cause de cet enchaînement de temps. Alors, que s'est-il passé? Et je réponds à l'autre question. On est sauvé? Je ne le dirai pas encore. L'Europe n'a pas encore tout résolu. Elle s'est mise en bonne voie. Elle a donné des réponses absolument à la hauteur et qui sont probablement meilleures que celles qu'on a données en grande partie dans le reste du monde. Pourquoi? Tout d'abord, à cause d'un facteur temps. Je rappelle à moi-même et à nous tous ce qui s'est passé dans la crise précédente, celle de 2008. Nous avions Mario Draghi ici
au meeting de Rimini cette semaine. En 2012, le 26 juillet 2012, avec son discours où il dit à Londres « Whatever it takes », qu'est-ce que ça coûte pour dire la crise a commencé à entrer dans sa phase finale. Mais la crise avait commencé en 2008 et le discours était en 2012. Donc, il a fallu 4 ans du début jusqu'à la fin et les solutions. Imaginez si on avait eu les mêmes temps aujourd'hui. La crise éclate en mars et s'il fallait 4 ans pour avoir les solutions en 2024, l'Europe serait morte et nos pays seraient morts avec elle. Les réponses sont arrivées au bout de 4 mois. Premier élément essentiel, le facteur temps. Les leaders européens ont montré qu'ils pouvaient répondre rapidement. Deuxième élément fondamental, ils ont décidé de répondre non seulement sur la stabilité macro-financière globale, mais ils ont répondu aussi sur le plan social et sur l'économie réelle. Ils ont donné une réponse que l'Europe n'avait jamais donnée sur le plan social, sur le chômage, sur les dépenses sanitaires et sur l'économie réelle. Et cela s'est passé peut-être aussi parce que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Vous trouverez peut-être cela étrange, mais la Grande-Bretagne a toujours été hostile à l'Europe sociale. Elle aurait mis des vétos cette fois. Comme elle n'était pas là, elle n'a pas pu mettre de veto et finalement, la réponse a été plus rapide. Troisième élément, à mon avis, tout aussi important dans cette histoire, cela a été une réponse de solidarité. L'Europe décide de faire un fonds commun, c'est-à-dire de s'endetter pour l'avenir, tous ensemble, et l'argent est redistribué sur la base non d'une hiérarchie des forces des pays, mais sur la base de ceux qui en ont le plus besoin. Et cela a été fait avec un rôle fondamental de l'Allemagne. En 2008, elle avait eu une position bien plus sceptique sur cet aspect, et cette fois, c'est elle qui a mené la construction d'une Europe différente. Donc je disais, nous sommes sauvés? Non. Parce qu'il faut que tout cela, ces 750 milliards qui seront fondamentaux, par exemple pour l'Italie, pour relancer l'économie italienne qui est désastrée, à condition qu'on applique l'agenda Draghi, si je peux me permettre de le dire, c'est-à-dire ce que Draghi a dit ici, les jeunes et l'éducation au centre. Je pense que ce sont des éléments essentiels. Donc, tout cela est essentiel à condition qu'on soit capable de ne pas perdre de temps maintenant. Une toute dernière question qui reprend les considérations d'Alexandre Askanderski. Il a parlé d'une société qui renaît sans les institutions, sans les consensus. L'Europe a retrouvé une essence plus forte, mais on peut dire le même de la socialité européenne. Il y a une grande occasion qui s'ouvre maintenant et que je tiens à citer parce que je pense que ce sera aussi une occasion pour le meeting de l'année prochaine, en 2021, pour en faire un moment de réflexion du meeting dans cette circonstance. À l'automne s'ouvrira la conférence sur l'avenir de l'Europe. Elle a été décidée, elle durera 1 an et demi, elle se terminera à la moitié de l'année 2022. C'est la première fois qu'on reprend une méthode, conférence, discussion, débat, après l'échec de la Constitution européenne de 2005. Alors, cette grande occasion permettra de discuter de la société européenne, la participation des citoyens, les formes et les manières dont les citoyens participent. Je crois que le meeting a un rôle très important à jouer là-dedans. Je crois surtout qu'il faut entrer dans cette discussion de la conférence avec l'idée que la pandémie a donné à l'Europe une occasion d'exister dans l'avenir, mais l'Europe doit la conquérir. Et au fond, ma conclusion, c'est que dans un monde qui change, dans un monde toujours plus grand, la Chine, les États-Unis, le cœur de tout, quel sens a l'Europe? Être intégré au niveau européen, ça veut dire pour chaque pays ne pas avoir l'obligation de choisir son avenir, c'est-à-dire être soit une colonie américaine ou une colonie chinoise, mais exister en tant qu'Europe. Et je pense que cela, c'est la plus grande mission de l'Europe elle-même. Merci Enrico. Sûrement, le meeting parlera
de l'Europe. L'année prochaine, on invitera sûrement à faire partie Alexandre Kavlevski, Seferino Reatto, Locran, David Brooks, pardon. J'espère de vous revoir au meeting l'année prochaine. L'invitation est déjà partie. Au moins, on pourra voir l'Europe de la vision du monde et le monde de la vision de l'Europe. Merci à tous et bonne suite du meeting.